Il existe un moment minuscule, presque invisible, qui peut décider de la direction de toute votre journée. Il ne dure parfois que 30 ou 40 secondes. Le réveil sonne. Vos yeux s'ouvrent à peine. Vous êtes encore entre le sommeil et la conscience. Et pourtant, avant même que vous ayez formulé une pensée claire, votre cerveau a déjà commencé à calculer. Le sol est froid. La journée sera longue. Cette séance de sport peut attendre. Ce projet que vous aviez promis de commencer aujourd'hui peut très bien commencer demain. Puis votre main se dirige vers le téléphone. L'alarme s'arrête. Vous vous dites « Je vais juste dormir quelques minutes de plus ». Et quelques secondes plus tard, vous êtes déjà reparti dans le sommeil. Le plus étrange, c'est que vous venez peut-être de perdre la première bataille de votre journée alors que vous n'étiez même pas complètement réveillé. Quelques heures plus tard, la culpabilité apparaît. Vous vous promettez alors de changer. Vous regardez une nouvelle vidéo sur la discipline. Vous ouvrez un carnet. Vous construisez un programme encore plus détaillé que le précédent. Vous écrivez vos objectifs proprement. Pendant 2 ou 3 jours, tout semble fonctionner. Puis l'ancien comportement revient. Et vous vous posez la même question. Pourquoi est-ce que je n'arrive jamais à rester discipliné? Qu'est-ce qui cloche chez moi? La réponse habituelle est toujours la même. Manque de volonté. On vous dit de vous forcer davantage. De devenir plus dur avec vous-même. D'arrêter de chercher des excuses. De serrer les dents et de continuer. Mais si cette stratégie fonctionnait réellement, toutes les personnes qui se battent contre elles-mêmes depuis des années seraient aujourd'hui extrêmement disciplinées. Or, ce n'est pas ce que montrent les recherches. Et si le problème n'était pas votre caractère? Et si votre cerveau avait simplement appris à associer l'effort à quelque chose de désagréable? C'est précisément ce que nous allons comprendre, parce qu'une fois que vous voyez comment cette mécanique fonctionne, la discipline cesse d'être uniquement une guerre contre vous-même. Et si vous aimez comprendre les mécanismes cachés qui contrôlent nos habitudes, notre motivation et nos comportements, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne. Ici, l'objectif n'est pas simplement de vous motiver pendant 5 minutes, mais de vous donner des idées que vous pourrez réellement utiliser dans votre vie. En 2012, des chercheurs dirigés notamment par Wilhelm Hoffmann et Roy Baumeister ont étudié la manière dont les individus vivaient leurs désirs et leurs tentations au cours d'une journée normale. Ils interrompaient régulièrement les participants et leur demandaient ce qu'ils désiraient à cet instant, s'ils ressentaient une tentation et s'ils étaient en train d'essayer d'y résister. Logiquement, si la maîtrise de soi dépendait essentiellement de la volonté, les personnes les plus disciplinées auraient dû être celles qui passaient leur journée à combattre le plus grand nombre de tentations. Mais les chercheurs ont observé quelque chose de presque opposé. Les individus ayant une forte maîtrise de soi déclaraient généralement moins de conflits intérieurs, moins de tentations problématiques et donc moins de combats à mener. Autrement dit, ils n'étaient pas nécessairement meilleurs pour gagner la guerre intérieure. Très souvent, ils évitaient simplement d'entrer sur le champ de bataille. Et cette différence change complètement notre façon de comprendre la discipline. Car si vous avez passé des années à vous forcer, à vous pousser, à culpabiliser et à recommencer, vous essayez peut-être de devenir meilleur à un jeu auquel les personnes les plus disciplinées jouent beaucoup moins souvent que vous. Pour comprendre pourquoi, il faut revenir à une idée développée en 1992 par le chercheur Robert Eisenberger, ce qu'il appelait l'industriousness apprise, que l'on peut comprendre comme une capacité acquise à valoriser l'effort. Nous pensons souvent que l'effort est uniquement une action. En réalité, l'effort est aussi une sensation. Vous la connaissez. Cette petite lourdeur avant de commencer une tâche difficile. Cette tension lorsque vous ouvrez un document vide. Cette envie soudaine de vérifier votre téléphone au moment précis où vous devriez travailler. Cette résistance lorsque vous pensez à votre entraînement. Parce que l'effort produit une sensation particulière, notre cerveau peut apprendre à lui donner une signification. Et c'est là que les choses deviennent intéressantes. Les travaux d'Eisenberger suggèrent que lorsque l'effort est régulièrement associé à une récompense, la sensation même d'effort peut progressivement acquérir une valeur positive. Le cerveau commence à comprendre. Lorsque cette sensation apparaît, quelque chose de bon suit généralement. La difficulté n'est donc plus seulement enregistrée comme un coup. Elle devient également un signal annonçant une satisfaction, une progression ou une récompense. Et ce mécanisme peut dépasser l'activité dans laquelle il a été appris. Une personne qui apprend progressivement à tolérer et valoriser l'effort dans un domaine
peut développer une relation différente à l'effort ailleurs. Cela signifie que le goût du travail difficile n'est pas nécessairement un trait mystérieux que certaines personnes possèdent depuis la naissance. Il peut en partie être appris. En 2018, des chercheurs, dont Michael Inslicht, ont également développé ce que l'on appelle le paradoxe de l'effort. Le principe est fascinant. Oui, nous avons naturellement tendance à éviter certains efforts inutiles. Mais dans le même temps, les êtres humains choisissent volontairement des activités difficiles précisément parce que leurs difficultés leur donnent davantage de valeur. Pourquoi courir un marathon alors qu'une voiture permet d'aller beaucoup plus loin? Pourquoi escalader une montagne alors qu'il existe des moyens plus simples d'admirer un paysage? Pourquoi passer des années à maîtriser un instrument, une langue ou un métier? Parce que l'effort ne retire pas toujours de la valeur à une expérience. Parfois, il en ajoute. Votre cerveau est donc capable d'apprendre à vouloir une chose difficile. La véritable question devient alors, comment lui apprendre cette association? Pour répondre, il faut parler de dopamine. Vous avez probablement déjà entendu dire que la dopamine est la molécule du plaisir, ou la substance de la récompense. Cette description est incomplète. Dans les années 1990, le neuroscientifique Wolfram Schultz a étudié l'activité de neurones dopaminergiques pendant que des animaux apprenaient à anticiper une récompense. Au début, l'activité dopaminergique apparaissait principalement lorsque la récompense arrivait. Puis, un signal a été introduit avant cette récompense. Par exemple, une lumière annonçait de manière fiable que quelque chose d'agréable allait suivre. Après apprentissage, un phénomène remarquable se produisait. L'activité dopaminergique se déplaçait vers le signal qui prédisait la récompense. Le cerveau n'attendait plus la récompense elle-même. Il réagissait déjà à ce qui annonçait son arrivée. Maintenant, regardez votre téléphone. Pourquoi le simple geste de tendre la main vers lui peut-il déjà produire une sensation de soulagement? Parce que votre cerveau connaît la suite. Messages, vidéos, nouveautés, divertissements, notifications. Depuis des milliers de répétitions, votre téléphone prédit quelque chose de potentiellement agréable. Le signal suffit presque à déclencher l'envie. Maintenant, posez-vous une question beaucoup moins confortable. Que prédit votre ordinateur lorsque vous devez travailler? Que prédit votre bureau? Que prédit l'ouverture de votre logiciel de montage? Que prédit votre tapis de sport? Pour beaucoup de personnes, ces éléments ne prédisent aucune récompense immédiate. Ils prédisent plutôt la tension, la fatigue, la comparaison, le sentiment d'être en retard, la peur d'échouer. Et parfois, une longue séance d'autocritique. Votre cerveau ne fait donc pas nécessairement preuve de paresse lorsqu'il vous pousse à éviter la tâche. Il suit simplement les associations que vous lui avez apprises. Vous ne souffrez peut-être pas uniquement d'un problème de discipline. Vous souffrez d'un problème de prédiction. Et une prédiction apprise peut être modifiée. Regardez maintenant votre enfance ou vos années d'école. À quel moment receviez-vous généralement les félicitations? Lorsque vous obteniez une bonne note, lorsque vous gagniez, lorsque le projet était terminé, lorsque le chiffre sur la balance avait diminué, lorsque vous receviez l'acceptation, le diplôme ou le résultat attendu. Mais qui célébrait les 3 semaines difficiles avant le résultat? Qui vous félicitait pour cette soirée ennuyeuse passée à réviser? Qui applaudissait simplement le fait que vous vous soyez présenté et que vous ayez travaillé, même imparfaitement? Très souvent, presque personne. Votre système nerveux pouvait alors apprendre une règle extrêmement simple. L'effort est le prix désagréable à payer pour atteindre quelque chose d'agréable. Le problème, c'est que chez certaines personnes, cette association devient encore plus forte. Imaginez l'enfant qui réussissait facilement à l'école. Il entendait « tu es intelligent ». Il obtenait de bonnes notes sans avoir besoin de beaucoup travailler. Sans le vouloir, il pouvait commencer à associer son identité à la facilité. Puis arrive le jour où une matière devient réellement difficile. Il doit travailler. Il doit recommencer. Il ne comprend pas immédiatement. Et soudain, l'effort lui paraît presque dangereux. Car s'il doit travailler dur, peut-être n'est-il finalement pas aussi intelligent qu'il le croyait. La difficulté devient alors une menace pour son identité. Il ferme le livre. Il abandonne. Pas nécessairement parce qu'il est paresseux,
mais parce qu'il a appris que devoir faire des efforts signifiait peut-être qu'il n'était plus doué. Puis arrive l'âge adulte. Vous décidez enfin de vous discipliner. Vous vous forcez pendant 2 heures. Vous luttez contre toutes les distractions. Vous terminez épuisé. Et que faites-vous ensuite? Vous vous félicitez? Souvent non. Vous fermez l'ordinateur en disant « Je n'ai presque rien fait. Je suis encore en retard. J'aurais dû commencer plus tôt. Demain, il faudra travailler 2 fois plus. » Et là, sans vous en rendre compte, vous venez peut-être d'entraîner votre cerveau dans la mauvaise direction. Effort, puis frustration, effort, puis culpabilité, effort, puis autocritique. À force de répétition, votre cerveau devient excellent pour prédire ce qui suivra une séance de travail. Une mauvaise sensation. Et plus vous utilisez uniquement la force, plus l'association peut devenir profonde. Voilà pourquoi certaines personnes qui essaient extrêmement fort depuis des années ressentent aujourd'hui une résistance presque physique avant de commencer. Leur cerveau a appris. Simplement, il a appris la mauvaise leçon. Alors comment inverser ce conditionnement? Il existe 5 principes particulièrement utiles. Premier principe, récompenser l'effort, pas uniquement le résultat. Lorsque vous terminez une séance de travail, ne commencez pas immédiatement par analyser tout ce que vous avez mal fait. Créez d'abord une petite reconnaissance de l'action. Cochez votre séance. Notez-la. Dites-vous simplement « Je me suis présenté aujourd'hui ». Cela peut sembler presque ridicule. Votre ego pourrait même penser « Pourquoi me féliciter alors que je n'ai pas été extraordinaire ?» Parce qu'ici, vous ne mesurez pas encore votre performance. Vous entraînez une association. Vous apprenez à votre cerveau que l'effort lui-même mérite une forme de satisfaction. Deuxième principe, placez une petite récompense à l'entrée de l'activité difficile. En 2014, Catherine Milkman et ses collègues ont étudié une stratégie parfois appelée « Temptation Bundling ». Des participants avaient accès à des livres audio particulièrement captivants, mais pouvaient les écouter dans certaines conditions, associées notamment à leur activité physique. L'idée était simple, associer quelque chose d'attirant à une activité demandant de l'effort. Vous pouvez appliquer ce principe. Un café particulier réservé à vos séances de travail. Une playlist que vous écoutez uniquement pendant vos entraînements. Un environnement agréable associé uniquement à l'écriture. Mais cette récompense doit rester relativement exclusive. Si vous l'utilisez toute la journée, elle ne prédit plus votre activité difficile. Considérez cette technique comme une rampe de lancement, pas comme une solution éternelle. Troisième principe, rendez le démarrage tellement petit que refuser devient presque absurde. Votre cerveau ne réagit pas uniquement au travail. Il réagit à la quantité de travail qu'il imagine devoir affronter. Je dois écrire tout le chapitre, déclenche une résistance. Je vais ouvrir le document et écrire une phrase, produit une réaction différente. 2 minutes. Une page. Une série. Une seule action. Et voici la règle importante. Cette petite action doit réellement compter. Si vous avez décidé de faire seulement 2 minutes et que vous vous arrêtez après 2 minutes, la séance reste validée. Des recherches sur la formation des habitudes menées notamment à l'University College London ont montré que l'automaticité se développe par la répétition dans un contexte relativement stable et que le temps nécessaire varie énormément d'une personne à l'autre. Retenez surtout ceci. Manquer occasionnellement une journée ne détruit pas automatiquement tout le processus. Ce qui détruit une habitude, c'est généralement l'abandon, pas l'imperfection. Quatrième principe, organisez votre environnement au lieu d'exiger constamment de l'héroïsme de votre volonté. Les personnes possédant une bonne maîtrise d'elles-mêmes ne passent pas nécessairement leur journée entourées de tentations en criant intérieurement « Résiste ». Elles réduisent souvent le nombre de batailles. Le téléphone peut rester dans une autre pièce. Pas simplement retourner sur le bureau. Les vêtements de sport peuvent être préparés la veille. Les notifications peuvent être supprimées. Une application problématique peut être désinstallée plutôt que combattue 20 fois par jour. Chaque décision prise lorsque vous êtes calme vous évite une décision lorsque vous êtes fatigué. Vous ne trichez pas. Vous concevez un environnement qui travaille avec vous, au lieu de travailler contre vous. Cinquième principe. Ne terminez pas systématiquement une séance dans un sentiment d'échec. Les derniers instants d'une expérience comptent énormément dans la manière dont nous nous en souvenons.
Alors ne terminez pas toujours votre séance au moment précis où vous êtes complètement détruit, frustré et déçu. Terminez volontairement par quelque chose que vous pouvez accomplir. Une phrase claire, une petite tâche terminée. Une dernière répétition maîtrisée, un élément coché. Puis arrêtez-vous consciemment. Vous donnez ainsi à votre cerveau une dernière information différente. Cette séance s'est terminée par une réussite. Même petite. Demain, lorsque vous retrouverez cette activité, votre cerveau consultera en quelque sorte ses anciennes prédictions. Et vous êtes en train de changer progressivement les données sur lesquelles il se base. Attention cependant, le travail difficile ne deviendra pas magiquement facile. Une charge lourde restera lourde. Écrire un livre restera exigeant. Construire une entreprise restera compliqué. Apprendre une compétence prendra toujours du temps. Ce qui peut disparaître progressivement, ce n'est pas la difficulté. C'est la négociation permanente. C'est 40 secondes pendant lesquelles vous débattez avec votre réveil. C'est 15 minutes durant lesquelles vous essayez de vous convaincre d'ouvrir votre ordinateur. Ce tribunal intérieur qui se réunit quotidiennement pour décider si vous allez faire ce que vous aviez pourtant décidé de faire la veille. Peu à peu, l'effort devient familier. Pas forcément agréable au sens classique du terme, mais reconnaissable. Il devient une sensation que votre cerveau connaît et qu'il n'interprète plus immédiatement comme une menace. Il y a plus d'un siècle, William James écrivait déjà sur la puissance des habitudes et avançait une idée remarquable. L'un des grands objectifs de l'éducation devrait être de faire de notre système nerveux un allié plutôt qu'un adversaire. C'est peut-être exactement ce que signifie la véritable discipline. Pas déclarer la guerre à votre cerveau chaque matin. Pas vous insulter jusqu'à ce que vous travailliez. Pas attendre une motivation miraculeuse. Mais entraîner progressivement la partie automatique de vous-même à aller dans la même direction que la partie consciente qui veut changer de vie. Votre objectif n'est pas de devenir une machine dotée d'une volonté infinie. Votre objectif est de réduire le nombre de combats nécessaires. Alors regardez maintenant les 5 principes. Récompenser l'effort. Placer quelque chose d'agréable à l'entrée. Réduire radicalement la taille du démarrage. Organisez votre environnement. Et terminez volontairement par une petite victoire. Lequel vous manque aujourd'hui? Écrivez-le dans les commentaires, mais ne répondez pas seulement « discipline ». Soyez précis. Dites par exemple « Mon problème est que je commence toujours trop grand » ou « Mon téléphone reste constamment à côté de moi » ou encore « Je termine toujours mes séances en me critiquant ». Votre réponse pourrait aussi aider quelqu'un d'autre qui vit exactement le même combat. Et si pendant des années vous avez cru que vous étiez simplement paresseux, peut-être est-il temps de regarder la situation autrement. Vous avez construit certaines associations par répétition. Cela signifie aussi qu'avec suffisamment de répétitions différentes, vous pouvez en construire de nouvelles. Si cette vidéo vous a permis de comprendre votre discipline sous un nouvel angle, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Et surtout, partagez cette vidéo avec cette personne que vous connaissez, qui se bat chaque matin contre elle-même, recommence tous les lundis et pense encore que son problème est simplement un manque de caractère. Elle n'a peut-être pas besoin d'un énième discours lui disant de « travailler plus dur ». Elle a peut-être simplement besoin de comprendre ce que son cerveau a appris à prédire. Parce qu'au fond, la discipline n'est pas toujours une question de force. Parfois, c'est une question d'entraînement. Et ce qui a été entraîné peut être réentraîné.